il s'agit de déterminer la valeur de Z, de l'impédance Z, pour qu'elle puisse absorber une puissance active ou une puissance moyenne. C'est du pareil au même, c'est la même chose. Une puissance active maximale. D'accord? Alors attention, parce que là, le schéma est petit, j'ai mis dehors. Vs, c'est la source tension indépendante, c'est 60 cosinus 1t fois plus 0 degré. D'accord? 1, c'est oméga. Oméga, c'est, dans les deux cas, oméga, c'est 1 radian par seconde. Voilà. IST, c'est 5 amplitudes du courant indépendant, c'est 5. Sinus, un T plus 90, déphasé de 90 degrés par rapport à la source de tension. D'accord? Maintenant, pour déterminer l'impédance Z, on va considérer Z comme une charge. D'accord? C'est-à-dire, on va à ce niveau-là, Z est raccordé à ce niveau-là. Voilà, on va considérer Z comme une charge et voilà, on va l'enlever. Pourquoi faire? Pour trouver le circuit équivalent de tel nain aux bornes ici à là, disons 1 ou 2. D'accord? Voilà, c'est tout en fait. Là, on a deux sources indépendantes. Dans l'exo précédente, on a une source de tension indépendante et une source de courant dépendante. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas désactiver, enlever la source de courant dépendante. Mais dans le cas présent, on a deux sources indépendantes. La source de tension comme la source de courant sont toutes deux indépendantes. Donc, on peut les désactiver, d'accord? Pour trouver l'impédance équivalente de tel nain. Bon, maintenant, on va commencer par trouver l'impédance équivalente de tel nain aux bornes de Z. D'accord? Pour ça, je redessine le schéma en désactivant les sources de tension et courant. Ah, tu vois là, pour rendre cette source inactive, je reliais ce point-là à ce point-là par un simple fil conducteur. C'est-à-dire, j'ai court-circuité la source de tension. Il n'y a plus de différence de tension. C'est-à-dire, ça devient nul. Comme si on l'enlève. D'accord? On court-circuite, là, ici, le fil conducteur est court-circuité, là. Court-circuite ça et ça. Même s'il y a une source de tension qui relie toujours, par exemple, ici, si tu mets un fil comme ça, là, voilà, tu relis ça ici à là, et ben, ça n'a plus de différence de potentiel. Voilà, c'est pour ça. Ce fil conducteur, c'est celui-là. D'accord? Que la source soit présente ou pas, et ben, on trouve toujours ici à là 0 volt. D'accord? C'est la raison pour laquelle, qu'elle soit là ou pas, ça ne change rien du tout une fois que tu as mis un conducteur ici. C'est pour ça que je l'enlève. Sinon, je peux mettre, hein, mais ça devient inutile. Je fais ce circuit expressément parce que j'ai vu mes vidéos concernant les circuits de thème là. Il y en a beaucoup qui regardent, c'est pour ça que je fais encore une fois. Et pour le circuit, pour la source de courant indépendante, pour qu'il n'y ait pas de courant, eh ben, il suffit de couper ici. Eh ben, il n'y a plus de courant qui passe dans ce conducteur-là. C'est comme si on l'enlève. Voilà, on a enlevé. C'est le vide. D'accord? C'est le contraire avec une source de tension, c'est un court-circuit. C'est-à-dire la résistance est nulle, tandis que pour une source de courant, la résistance est infinie. Ici, c'est R plus infini, le courant ne passe pas. D'accord? Comme s'il n'y a pas de courant. Quand R est l'infini, comme l'entrée d'un AOP, d'un amplificateur opérationnel à l'entrée, la résistance d'entrée est infinie. Et ben, il n'y a pas de courant. Ici, c'est pareil. Quand c'est coupé, la résistance est infinie. Il n'y a pas de courant. D'accord? Et là, c'est la charge. Je l'ai enlevée, je l'ai dégagée. Voilà, maintenant, on peut calculer pourquoi.
calcul de l'impédance équivalente de terminal. L'impédance, je n'ai pas mis résistance équivalente de terminal parce qu'on est en courant alternatif, d'accord? Quand c'est en courant continu, alors là, on parle de la résistance équivalente de terminal. Tandis que là, en l'occurrence, on a affaire aux sources de tension alternatives sinusoïdale et cosinus-soïdale, d'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai baptisé l'impédance équivalente de terminal plutôt que la résistance équivalente de terminal, d'accord? Bon, maintenant, on va numéroter tout ça pour simplifier les calculs. 1, 2, 3, on va appeler ici 1, 2, ici et là c'est le même point, 2, encore, et ici c'est 3, et ça c'est 0, d'accord? Donc, il faut trouver la résistance équivalente de terminal, l'impédance équivalente ZTH aux bornes de 3, 0, ZTH, d'accord? Et après, VTH, c'est toujours aux bornes de 3, 0. Mais pour l'instant, on s'occupe seulement de ZTH. Bon, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de courant, donc il ne reste que des résistants et des réactances. On va calculer XC et XL, la réactance capacitive et la réactance inductive. D'accord? On calcule XL et XC, on met tout de suite dedans, on remplace ça. Oméga est égal à 1, XL, d'accord, est égal à J oméga L. Soit J oméga c'est 1, L c'est 20. Donc c'est 20J. XL c'est 20J. D'accord? On remplace là-dedans XL, au lieu de mettre ça, XL. Voilà. D'accord? Pour l'instant, 20J, allez. On met 20J. Voilà. Et 1 c'est 40. Mais pas, on reprend là-dessus. Et puis, XC moins J sur oméga C. C'est-à-dire 1 sur oméga C fois moins J est égal à 1 sur 1, oméga C 1. D'accord? C c'est 0,1. 1 fois moins J. Donc, XC est égal à moins 10J. D'accord? XC moins 10J. Ok, d'accord? Maintenant, on peut effacer tout ça. Tous les paramètres sont au domaine fréquentiel à présent. D'accord? Maintenant, il reste la source. On va convertir après. Pour l'instant, on cherche l'impédance équivalente de terminal. Lors du calcul du V, la tension équivalente de terminal, on convertira ça et ça en paramètres fréquentiels. D'accord? Maintenant, on y va là. Pour ça, on va redessiner pour mieux voir. On va pivoter un peu le schéma pour mieux voir. Devinez, je refais le schéma. Le point 3 se trouve ici. Et après, ça part comme ça. Là. XC, c'est comme ça. Et R3, c'est comme ça. Ça rejoint le point 2. Et après, à partir de 2, là, on repart. R1 et R2. R1 et R2 à droite. Et après, on descend jusqu'à XL. Ici. XL, j'ai oublié. Ça permet de mieux visualiser l'impédance équivalente. C'est à ce niveau-là qu'on cherche l'impédance équivalente, c'est à ce niveau-là. 3, 0. D'accord? L'impédance, j'ai mis 2 flèches, c'est pas la tension. Z et H, ce qu'on cherche nous. D'accord? On part soit d'en haut jusqu'en bas, soit en bas jusqu'en haut. J'espère que tu repères facilement. Bon, pour trouver ZTA, c'est la somme de tout ça. C'est pour ça que j'ai mis en aligné, pour que tu vois. Voilà. ZTA, c'est d'ici à là. Ça simplifie la vue. Bon, on commence par Z. 0, 1. Z,
0,1 est égal à XL. Ok, là, est égal à moins 20G. D'accord? Z, 0,1 est égal à 20G. Primo. Maintenant, Z, 1, 2. 1, 2 est égal à le produit des deux divisé par le somme. Sur somme. D'accord? 1, 40, 2, 40. 40 fois 40 divisé par 40 plus 40. D'accord? 16, 0, 0 divisé par 80. Ça nous donne combien ça? 8. Bon, je n'ai pas de tête. Je ne sais pas comment calculer ça. 1600 divisé par 80, c'est 20. D'accord? Z12 est égal à 20. Il nous reste que Z23. Z23. Z23 est égal à le produit des deux divisé par le somme, toujours pareil, XC fois R3 sur XC plus R3. D'accord? Produit sur somme. Ça donne XC, c'est moins 10G. G fois R3. R3, c'est où? 80. Divisé par produit sur somme. Moins 10G. D'accord? Donc Z23 est égal donc à calculatrice avec les nombres complexes. Tu vois? Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? 16. Voilà. OK. On va noter tout ça. 16 sur 13 moins 128 sur 13 G. Voilà. Et maintenant, il suffit de les additionner tous. ZTH est égal à ça plus ça plus ça. D'accord? ZTH et donc est égal à 20G plus 20. D'accord? Plus ça. Z01 plus Z12 plus Z23. Donc, 20G plus 20 plus 16 sur 13 moins 128 sur 13G. Donc, ZTH est donc qu'est-ce que ça nous donne? On va garder les fractions, d'accord? Pour éviter les erreurs. 276 sur 13. Maintenant, c'est plus 132 sur 13. G, voilà. C'est notre premier paramètre constituant le circuit équivalent de Thevenin. D'accord? Notre premier paramètre. Maintenant, il s'agit de déterminer la tension. C'est toujours aux bornes 3 et 0. D'accord? Je remets ici, là. Ça, c'est 1,
nœud 1, nœud 2, d'accord? Et ça c'est 3, ça c'est 0. Disons maintenant on va baptiser ça 4, d'accord? Bon, pour déterminer ça, on va reprendre ce schéma-là, d'accord? Sans la charge, et on cherche la tension au bord. Je refais le schéma. Déjà, je vais noter ça quelque part. Notre résultat, je mets là-bas. ZTH est égal à 276 sur 13 plus 132 sur 13 G. D'accord? En ohm. Voilà. Maintenant, on peut effacer tout ça et redessiner le schéma d'en haut. Voilà, je redessinais le schéma d'en haut. Là, le schéma d'en haut, je remets ici. Là. J'ai enlevé la charge parce qu'il faut chercher la tension équivalente de T1 aux bornes 1, 2, 3, 0 VTH. D'accord? Voilà. Tout à l'heure, on a mis 2 et 4 maintenant pour trouver ZTH. Maintenant, j'ai inversé pour que ça soit 1, 2, 3, 4. Là, c'est 4. D'accord? Là, c'est 4. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4. Pour que ça soit dans l'ordre. Maintenant, il faut déjà, il faut convertir ça en. Là, c'est en fréquentiel, là, en nombre complexe. Ça, c'est en nombre complexe. Ça, c'est un réel. Que ce soit dans le domaine temporel ou fréquentiel, c'est toujours un réel. D'accord? Maintenant, il faut convertir ces deux-là en fréquentiel. On a dit. Ça, c'est le résultat partiel. VS, dans le domaine fréquentiel, ça donne 60. VS est égal à 60 cosinus de 1 oméga t, c'est oméga c 1. T, c'est la variable, est 0 degré. Voilà. Et IST, ça donne IS. Domaine fréquentiel, c'est 5. On reprend l'amplitude. Déjà, ici, il faut convertir en cosinus sinusoïdal, déjà, pour le courant. D'accord? IST est égal à 5 sinus T plus 90. Pour pouvoir mettre ça sous forme phaseur, il faut convertir ça en cosinus sinusoïdal. Voilà, c'est nos deux fameuses formules. Tu te rappelles, on a fait un rappel ça pendant les premières vidéos concernant le courant alternatif. D'accord? Maintenant, on va convertir ça. Sinus alpha est égal à cos moins 90. Donc, ça, IS, ça donne 5 sinus. On convertit en cosinus. Cosinus de alpha, c'est tout ça. Moins 90. Soit IST est égal à 5 cosinus T également. D'accord? Donc, en phaseur, ça donne 5, ça 0 là. C'est comme si 0 là. Degré. D'accord? 0. Donc, on a les deux là maintenant, à présent. On va noter ça. VS, c'est 60 0. VS 60 0. 60 et 0. Voilà, d'accord? Et IS, c'est 5 0. 5 et 0. Ok, d'accord? Voilà. À présent, on peut effacer tout ça.
Ça, sont les notes de calcul, c'est tout. Voilà. Maintenant, il faut flécher le courant et les tensions. Pour les courants, on suppose que, pour les courants, là, dans le circuit, on suppose que cette source débite un courant I1, par exemple. I1, vers le bas, là. I1, d'accord? On ne met pas de chapeau, on connaît. Hein. On voit ça, ça veut dire phaseur. Là, c'est pareil, parce que sinon, c'est trop lourd, le chemin. Le circuit est trop lourd. Là, c'est IS, là. OK? I1 ici. Donc, I2, on va partir comme ça, là. I2, d'accord? I2, on va mettre comme ça ou comme ça, c'est la même chose. I2. Donc, I2 ne peut pas descendre ici parce que c'est coupé, là. I2 remonte. I2. Ça arrive, ça descend. Ça, I3. I3. D'accord? Ce n'est qu'une 6 positions, hein, d'accord? Là, I4. Et enfin, ces deux-là forment I5, par exemple. Voilà. Là, les deux courants arrivent, un qui sort. Donc le quart, il n'y a pas de bouchon. La circulation est fluide. Idem ici, un courant qui arrive ici, il y a deux qui en sortent du nœud là. Donc il n'y a pas de bouchon. À ce niveau, les deux qui arrivent, les deux qui sortent du nœud 2, il n'y a pas de bouchon. C'est bon. Et le courant I5 qui vient ici, il ne passe pas par là parce que c'est coupé ici, mais il remonte. Donc I5, on sait que maintenant I5 est égal à IS, d'accord? C'est bon. Maintenant, il faut flécher les tensions. V10, ici, c'est V10. V10. Et là, c'est V41. C'est un récepteur V41. Je ne mets pas de chapeau comme ça, hein. Ça c'est trop lourd. Le chemin devient lourd après. V21 maintenant. V21. V23. Récepteur, courant et tension s'opposent. V34. Récepteur. V34. 34. D'accord? Courant et tension s'opposent. Et enfin, il nous reste deux sources. V24 et V20. V24, c'est ici. Hop là. V24. La polarité des sources de tension ne peut pas être inversée. D'accord? C'est pour ça qu'on met la flèche vers le pointe vers le pôle plus. Et c'est pareil. V20. D'accord? Donc la phase de préparation du circuit à l'analyse est terminée. Maintenant, on peut l'analyser pour trouver attention, le potentiel au point 3. Le potentiel au point 3, c'est la même chose que la différence de potentiel 3,0. Et c'est la tension recherchée. Tension équivalente de terminal. D'accord? Puisque VTH, V30,
Ça, c'est V30. D'accord? C'est égal à V0 moins V0, 3 moins V0. C'est égal à VTH. D'accord? Donc, ça, c'est 0. V3 est égal à VTH. Tout simplement. Tout simplement. Il suffit de trouver le potentiel au point 3 pour en déduire VTH. Voilà. On y va. V0 est 0. D'accord? On fixe ça à 0 arbitrairement. Donc, V0 est égal à 0. Primo. Maintenant, on va faire à partir du bas jusqu'en haut. V10 est égal à V1 moins V0 est égal à XL fois I5. L fois I5. Ok là? Donc, V1 moins V0 c'est 0 est égal à XL c'est 20G fois I5. D'accord? I5 est donc est égal à V1 sur 20G. I5 est égal à V1 sur 20G. D'accord? Puisqu'il y a le J au dénominateur, il faut qu'on fasse disparaître ça, parce qu'on ne peut pas le manipuler là. Multiplie par J en haut et J en bas. J V1. J en bas fois J, ça fait J au carré, ça fait moins 1. Moins, ça fait moins 20. Donc, I5 est égal à moins J sur 20 fois V1. D'accord? Ça, c'est notre première équation. À mon avis, on doit utiliser les matrices. Parce qu'il y en a plusieurs branches. Maintenant, c'est V21. Ici, on s'occupe de